Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Après une crise Covid qui l'a ébranlé comme elle a ébranlé le monde entier, l'Europe est aujourd'hui confrontée à une guerre sur son flanc nord, une guerre que l'on voudrait voir, on l'espère du moins bientôt finie, mais dont les conséquences façonneront et marqueront les équilibres géopolitiques et géoéconomiques à venir pour les prochaines décennies. L'Europe vit aujourd'hui des moments d'incertitude aussi diverses que nombreuses. Un Brexit encore frais, des élections incertaines en France, une réélection de Viktor Orban en Hongrie, 4 millions de migrants ukrainiens en 2 mois ou moins, et bien entendu, la guerre. Il est intéressant d'envisager ce que pourrait être cette Europe demain en relation avec son flanc sud, essentiellement maghrébin, puisqu'avec le flanc nord, il y a problème. Or, on le sait depuis longtemps, la géographie est têtue. Le Maghreb, à quelques kilomètres de l'Europe, ce sont 5 pays, des richesses naturelles à profusion, un marché de près de 100 millions de consommateurs offrant également un énorme potentiel de compétences humaines. Une opportunité pour l'Europe, bien plus qu'un risque ou une menace. Or aujourd'hui et jusqu'à fin juin, c'est la France qui préside le Conseil de l'Union européenne. Cette même France qui vit une de ses campagnes présidentielles les plus intenses tant ses enjeux sont grands. Cette même France toujours qui entretient des relations très particulières avec les pays du Maghreb par l'histoire, par la mémoire, la culture, l'économie, la proximité, la complicité, parfois l'animosité aussi. Et on ne peut évoquer ou parler d'un avenir de partenariat sans évoquer le Maroc. Élément essentiel et incontournable dans la région. L'Europe est-elle donc à même aujourd'hui de se débarrasser de ses anciens réflexes et envisager un avenir réel avec le Maghreb dans le cadre de relations véritablement équilibrées et réellement équitables? Quel rôle peut jouer la France dans cet amarrage des deux rives de la Méditerranée occidentale? Et quelle serait la place du Maroc dans cet attelage et à quelles conditions? Ce sont des questions auxquelles nous répondrons donc avec nos invités. Moustapha Shimi, bonjour. Vous êtes politologue et professeur de droit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Brahim Rachidi, vous êtes économiste, professeur d'économie et avocat. Bonjour. Bonjour, merci. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Hassan Alaoui, vous êtes directeur de Maroc Diplomatique, directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique et du site qui va avec, marocdiplomatique.com. Moustapha Tossa, vous êtes journaliste éditorialiste et vous intervenez à partir de Paris par Skype. Merci aussi d'être avec nous. Des millions de Maghrébins en Europe, des centaines de milliers d'Européens au Maghreb, des échanges culturels, des perspectives de coopération économique très étroites et mutuellement profitables. Voici ce que serait un attelage Maghreb-Europe si les deux rives œuvraient à se rapprocher. Un tour de table rapide. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment avec la guerre en Ukraine qu'il y a une extraordinaire opportunité qui s'ouvre aux pays des deux rives de la Méditerranée de se rapprocher? Et ça, sur tous les plans. Brahim Rachidi. Moi, je pense que c'est une nécessité. La coopération intermaghrébine tout d'abord, et ensuite la coopération France-Maghreb. Il y a un certain nombre de problèmes entre certains pays, entre maghrébins, mais je pense qu'avec le temps, ça va s'arranger. Le Maroc c'est une équation inévitable dans la coopération Europe-Afrique. Merci. Moustapha Tossa. En fait, l'importance du Maghreb pour l'Europe n'est pas apparue uniquement à l'occasion de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Elle est apparue au moment de la pandémie du Covid. À ce moment-là, les Européens ont pensé relocaliser un certain nombre d'industries qui étaient domiciliées, entre guillemets, en Chine et en Asie, et dont il était difficile d'accès sur leur marché. Et la question était, est-ce que nous ne pouvons pas produire plus près de nous, à savoir au Maghreb. Et donc à ce moment-là, cette question s'est posée de revoir la nature du lien économique qu'il peut y avoir entre une gouvernance européenne et un espace maghrébin qui offrirait des coûts de production beaucoup moins importants que s'il était en Europe et plus proche de ceux de la Chine. Donc à ce moment-là, il y avait une question, il y avait une importance stratégique donnée au Maghreb. Maintenant, avec la guerre Russie-Ukraine et surtout avec cette rupture qui est en train de s'installer, de se consacrer entre la Russie et l'Europe, évidemment, le Maghreb est la région la plus proche de cette Europe-là pour essayer de jouer sur le mécanisme de la compensation économique, stratégique et humaine, pourquoi pas. Donc, effectivement, cette guerre Ukraine-Russie peut donner du lustre à la position du Maghreb et à sa future relation avec l'espace européen. Merci, Moustapha Tossa. Moustapha Shimi,
Mustafa Tossa a ajouté le Covid, ou la Covid, à cette guerre qu'il y a en Ukraine aujourd'hui pour accentuer ou souligner un peu plus cette nécessité de rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée. Quelle est votre opinion là-dessus? Je ne vais pas vous surprendre, j'ai un avis différent par rapport à ce qui a été dit par mes collègues. C'est votre droit le plus absolu. Allez-y. Merci de me l'accorder. Je vous en prie, allez-y. C'est d'abord ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, c'est un conflit nord-nord. C'est un conflit est-ouest. Ça ne nous concerne pas. C'est un conflit de puissance. Mais ça nous concerne dans quel domaine? L'impact que nous subissons. Évidemment, là, sur ce point, je rejoins ce qu'a dit Mustafa Tossa, il y a eu ce qui s'est passé avec la Covid-19, où le Sud a été marginalisé. Savez-vous qu'il y a simplement 10% de la population africaine qui est vaccinée? Le Maroc est l'un des premiers, on est à 60%. Vous vous souvenez des mesures qu'ils n'ont pas prises pour ce qui est des vaccins? Donc il y a déjà un traitement inégalitaire qui n'est pas conforme à l'esprit de leur discours officiel. Deuxième observation, le Maghreb ne les intéresse pas. Les intéresse pas. Regardez ce qui se passe. Et ça les intéresse qu'en matière sécuritaire. Regardez, il y a la politique de Bruxelles pour ce qui est du voisinage, mais elle marque le pas, il n'y a pas d'effet d'entraînement. Il y a en termes géostratégiques, je crois que c'est important à relever, le fait qu'il y a une marginalisation de l'espace maghrébin et qu'il y a une reconfiguration, une accentuation de l'approche géostratégique pour ce qui est de l'Europe, avec ce paramètre-là, c'est-à-dire le fait d'activer une bipolarité États-Unis-Chine, fondamentalement, c'est ça la lecture stratégique. Sur cette rivalité est venue se greffer la question de la Russie et du conflit et l'affaissement en même temps de l'Europe. Donc les mutations qu'il y a dans le système international et géostratégique sont là et elles ne permettent pas de donner des gains ou de marquer un intérêt particulier pour le Maghreb. Dans tout ce que vous avez dit, Mustafa Shemi, qui est éminemment intéressant, bien entendu, je vais retenir quand même cette phrase « Le Maghreb ne les intéresse pas ». Hassan Alaoui. En ce qui concerne la relation entre l'Union européenne ou bien l'Europe et les pays du Maghreb, qui sont donc 5, il n'y a rien de nouveau jusqu'à nouvel ordre. Par exemple, je citerai simplement la présidente, la candidate j'allais dire le Front National, mais du Rassemblement National, qui, la première, il y a 5 ou 6 jours, a parlé du Maghreb dans sa démonstration de politique étrangère, alors que le candidat Macron n'a pas du tout parlé du Maghreb. Elle a même dit une relation privilégiée, je crois, avec les pays, elle a cité la Tunisie et le Maroc surtout. Donc, au moins, on a, si vous voulez, à ce niveau-là, une clarification que, en tout état de cause, quel que soit le président qui va venir, eh bien, on a une idée de ce qui sera par rapport, je veux dire, ce qui se situera par rapport aux pays du Maghreb. Et on attend, bien entendu, le résultat qui va déterminer un petit peu, si vous voulez, la vision de l'une ou de l'autre, tout simplement. Et jusqu'à nouvel ordre, on ne peut pas parler de politique maghrébine parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Il n'y a pas eu de déclaration. Alors, il n'y a rien. Rapidement, une réaction d'Ibrahim Rachid, une réaction de Mustafa Shemi. Très rapidement, s'il vous plaît. Non, tout d'abord, je peux dire que, en ce qui concerne les déclarations actuelles des candidats, je ne pense pas que la candidate dont a parlé mon ami Hassan Alaoui ait une vision claire des relations internationales. Ce n'est pas avec elle qu'on va développer les relations Maghreb. Mustafa Shemi. On ne sait jamais. Bon, on va pas faire le débat présidentiel français, c'est pas le but. Ce que je voudrais, c'est qu'en l'état aujourd'hui, il y a une mauvaise situation des rapports entre l'Union européenne et le Maghreb et a fortiori entre Paris et les pays maghrébins. Qu'est-ce qu'il y a dans l'espace maghrébin? Il y a le Maroc, évidemment, avec ses atouts, sa stabilité, mais le reste n'est pas maîtrisable. Vous avez vu la situation en Algérie, vous avez vu ce qui se passe en Tunisie, une situation institutionnelle tout à fait on y reviendra. Alors, la Libye, n'en parlons pas. Donc, il est difficile d'asseoir des relations durables. D'autant que je maintiens qu'il y a une minoration de la perception maghrébine dans ce qui est en train de se construire, et à Paris et à Bruxelles. Alors, on viendra tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi j'ai posé cette question, justement, parce que
Je vais vous expliquer ça, Brahim Rachidi. Quels sont, rapidement, encore une fois, les facteurs de rapprochement ou les éléments de complémentarité qui entre Maghreb et Europe, encore une fois? Le Maghreb. Il n'y a qu'à avoir une carte, mais enfin, bon, je peux vous l'entendre dire. Non, le Maghreb, c'est une donnée essentielle pour l'Europe. Qu'on le veuille ou non, nous sommes à 14 km de l'Europe. Le Maroc, principalement, joue un rôle essentiel en matière de maîtrise de l'immigration, en matière sécuritaire aussi, et en matière économique. N'oubliez pas que plusieurs industries étaient délocalisées au Maroc. Et le Maroc présente la stabilité, et puis nous sommes en train d'édifier un État démocratique moderne qui n'existe pas dans les autres pays du Maghreb. Si je ne parle pas du Maghreb, je parle des relations Maroc-Union européenne. Notre force doit être tout d'abord dans notre vision claire des choses et notre diplomatie efficace pour vendre le Maroc. Et je pense que le Maroc n'est pas bien vendu aujourd'hui par plusieurs cercles qui, en principe, sont considérés comme des réseaux pro-marocains. Je ne sais pas s'il faut véritablement... Pourtant, oui. Juste une remarque. La relation Maroc-Europe ou Union européenne, ça date quand même, au bas mot, de 1966, premier accord, qui a été suivi par celui de 1969, avril 1974, l'accord d'association. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas inédit, si vous voulez, cette relation consubstantielle du Maroc et de l'Union européenne. Elle est là, maintenant. Elle est historique, pas justement. Qu'est-ce qu'elle devient? Je reste avec vous, justement, pour les vous poser deux candidats, la question. que vont-ils en faire? Et c'est pour ça que j'ai posé cette question sur l'opportunité tout à l'heure. On a l'impression, à regarder une carte, c'est limpide. Vous avez l'Europe, l'Union européenne, conflit au nord, conflit, inimitié, on va dire, à l'est avec les Turcs, incompréhension, le Brexit à l'ouest et au sud, le Maghreb. On a l'impression d'une Europe qui, quelque part, enclavée. C'est à vous que je pose la question, Hassan Alaoui, avec cette précision, en plus de ce que dit Brahim Rachidi sur l'économie. Après avoir tout bloqué à la Russie, ils ont bloqué aussi les engrais russes. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire avec le Maroc. Mais est-ce que vous ne pensez pas que pour se sortir de cet étau dans lequel on peut trouver l'Europe, quelque part, encore une fois, il faut voir une carte, est-ce qu'une ouverture vers le Maghreb, qui donnerait plus tard une ouverture plus loin, ne serait pas véritablement souhaitée de la part européenne, de la part de l'Europe? C'est la voie la plus salutaire jusqu'à présent. C'est la voie la plus salutaire, d'autant plus que j'avancerai même l'idée que, à l'époque émise par Feu Hassan II, qui a proposé la candidature du Maroc au sein de l'Union européenne. Vous vous en souvenez? Ce n'est pas donc, je veux dire, c'est un élément historique, bien sûr, dont il faut... Un acte symbolique, mais on est... C'était en 89. 89, c'est un acte symbolique. Oui. Vous le disiez tout à l'heure, 13 kilomètres, ce n'est rien, c'est un bras de mer, même pas une petite embouchure. Donc la vocation... Un fleuve large, on va dire. Oui, la vocation marocaine, elle est européenne, intra-européenne même, au même titre ou plus que la Turquie. Ça, je ne sais pas si la vocation marocaine est européenne ou africaine. Oui, de toute façon, vous savez qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, l'économie, le commerce et tout ça, ce sont les seuls critères. Et bien sûr, le mouvement migratoire et tout ça vient dans la foulée, si vous voulez, de ces échanges qui sont institutionnalisés, pardonnez-moi l'expression. Aujourd'hui, on va voir, moi je ne me hasarde pas à dire que Macron ou Le Pen sont là déjà, passeront. On verra le débat de demain et puis surtout le vote du 24 avril. Et là, le lendemain, Macron a dit qu'il changerait totalement de gouvernement. Madame Le Pen a aussi des cartes nouvelles à jouer. Elle parle d'un gouvernement national, donc d'union nationale, et on verra même peut-être des forces centristes. 2 secondes. Voilà. Justement, alors, quand on parle, je ne sais pas s'il faut véritablement, ça a été dit 2 fois depuis le début de l'émission, la sécurité, la migration, je ne sais pas s'il faut véritablement bloquer un peu les opportunités, enfin les perspectives de relations entre l'Europe et l'Afrique sur ces 2 points-là, parce qu'il y a l'économie. Et là, je me tourne vers vous, Moustapha Shimi. Quand on parle de Europe-Maghreb, on parle, c'est ce que je disais il y a un instant, je suggérais à Hassan Alaoui, il y a au-delà les relations UE-UA. Il y a eu un sommet il y a quelques semaines. Est-ce que ce rapprochement Maghreb-Union européenne n'est-il pas de nature à ouvrir justement des relations plus larges? Sur ce point, d'abord cette précision, la vocation du Maroc, elle est aussi européenne. Elle n'est pas exclusivement européenne.
C'est important. J'aime le Donc, historiquement. Et oui, là aussi. Oui, tout est dans le aussi. Nous avons une diable n'est pas toujours dans vocation les historique et culturelle en Afrique. Nous avons une vocation et des solidarités arabes et musulmanes, etc. C'est important. Donc, le primat de la vocation européenne doit être recadré. Deuxième point, pour ce qui est des rapports entre l'Union européenne et le Maghreb. Je note, moi, et mon ami Brahim Rachidi, qui a accompagné ces choses-là comme moi depuis des décennies, je note l'échec du co-développement de la Méditerranée. Nous avons beaucoup travaillé dans nos universités respectives et ailleurs, etc., sur l'histoire d'un partenariat privilégié, d'un co-développement. Je me souviens d'un co-développement. Y a-t-il aujourd'hui un co-développement? Il n'y a pas de co-développement. Troisième observation complémentaire à cela, c'est le fait qu'il y a un tronc d'intérêts communs. C'est vrai. Vous avez fait référence, donc, avec l'Union européenne, en particulier la France, la sécurité, l'économie, etc. Mais en même temps... Parmi les points à discuter. Mais en même temps, il y a des points de divergence et de frottement, notamment la question migratoire. Il y a également le fait que le Maroc a une diplomatie en 2022 qui n'est pas celle d'avant. Le Maroc a changé. Et donc, forcément, ça bouscule un rapport traditionnel que nous avions et avec l'Union européenne et avec Paris. Pourquoi? Parce que le Maroc est devenu une puissance émergente, une puissance crédible, qui a de l'influence. Et le Maroc prône un certain nombre de principes fondamentaux qui sont ceux de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire, le Maroc est producteur de paix, de stabilité, de tolérance, etc. C'est la sous-secrétaire d'État américaine qui était là il y a 5 semaines, qui est ensuite allée à Alger, qui a dit, Adel Sherman, qui a dit le Maroc exportateur de paix et de stabilité. Mais en même temps d'un modèle, c'est-à-dire un nouveau type de rapport entre le Nord et le Sud. Et sur ce plan-là, je ne considère pas personnellement que l'Union européenne ait beaucoup d'intérêt pour ça. Pas davantage d'ailleurs pour ce qui est de la France. Ce qui me frappe, c'est le déclin des ferveurs qui existaient lors des précédentes décennies, marquées par Brahim Rachidi y a fait référence, l'Union pour la Méditerranée, qui avait été créée le premier mois après l'élection, deuxième mois de Nicolas Sarkozy. Il y a eu beaucoup de changements. Et qui maintenant reste une institution. Il y a eu une évolution de la diplomatie marocaine et une autre évolution dans le sens opposé de la manière de voir européenne. Et on peut considérer que c'est bien regrettable. Alors, justement, je reste sur ce point-là avec vous, Mustapha Tossa. Vous êtes à Paris. Comment l'Union européenne voit le Maghreb? C'est quoi la perception? Avant la guerre, avant la Covid, pendant et peut-être après. Quelle est cette perception? D'abord, un petit commentaire sur la Méditerranée. On sait très bien pourquoi, malgré toutes les bonnes volontés du monde, le rêve d'une Méditerranée unie et solidaire dont le développement et le co-développement a échoué. Et on sait pourquoi. Ce n'est pas par manque de bonne volonté de la part des pays de la rive sud ou des pays de la rive nord, c'est parce qu'il y avait 2 conflits qui paralysaient toute action, toute ambition, tout projet. Le premier conflit, c'est le conflit israélo-arabe. Israël faisant partie de la Méditerranée, elle était obligée d'être dans cette structure, dans cette organisation, ce qui poussait un certain nombre d'autres pays à bouder et à paralyser son action. Et puis le deuxième conflit, c'est le conflit entre le Maroc et l'Algérie sur le Sahara. Donc il ne pouvait y avoir de Méditerranée efficace, productive, prometteuse si on n'arrivait pas à dépasser ces obstacles. Donc ces obstacles ont fait que le rêve méditerranéen est presque mort-né ou à la limite reste dans les limbes de la théorie et ne passe pas à la pratique. Pour ce qui est de comment l'Union européenne voit le Maghreb, alors là, la réponse est dans la question. Quel Maghreb? Est-ce qu'il s'agit d'un Maghreb uni? Est-ce qu'il s'agit d'un marché de 100 millions de consommateurs? Excusez-moi, Mustapha Tossa, je vous coupe. Je n'ai pas dit haïtien volontairement. Je n'ai pas utilisé le terme ou le sigle ou l'acronyme UMA. J'ai parlé de Maghreb. Justement, alors j'allais venir à cette logique. C'est parce que si en face de l'Union européenne, il y avait un espace uni, ne serait-ce que sur le mode du Conseil de coopération du Golfe, qui peut parler en une seule voix, qui peut négocier ses intérêts avec les Européens en une seule voix,
Oui, et les Européens auraient donné de l'importance, auraient réfléchi à 2 fois avant d'imposer quoi que ce soit et avant de parler. Maintenant, on parle avec des pays solitaires, avec des pays isolés. On a un discours à l'égard du Royaume du Maroc, avec toute son importance stratégique, historique, idéologique, religieuse et économique. On a un discours avec l'Algérie, avec toute son histoire névrotique et ses crises et ses interrogations sur son devenir, sur son présent, son devenir. On a la Libye qui est dans un état sécuritaire lamentable. On a la Mauritanie et on a la Tunisie. Donc, comment voulez-vous que cette Union européenne puisse avoir une approche commune, une perception commune de cet ensemble en ébullition et tout en contradiction? Alors, la question se pose. Alors, est-ce qu'on peut considérer, pour focuser un peu ou pour zoomer un peu sur la question, je reste avec vous, Mustapha Tossa, la France, en tant qu'ancienne puissance tutélaire, coloniale ou protectrice, entre guillemets, a-t-elle un rôle à jouer, justement, avec les trois pays que sont Maroc, Algérie et Tunisie, et aussi la Libye et la Mauritanie? Est-ce que vous pensez que la France, donc, avec sa position historique, a un rôle à jouer? C'est la même question que je vous posais d'ailleurs autour de la table. Moi, je crois que tous les gens qui rêvent de sortir la France de la photo politique et géopolitique de la région se trompent. La France, comme l'Espagne, ce sont des pays historiques, ce sont des anciennes puissances coloniales. Ils ont, d'une manière ou d'une autre, leur mot à dire sur le co-développement, sur l'avenir, sur la nature des relations que eux, au nom de l'Europe, peuvent tisser avec cette région. On a la culture, on a la langue française, on a l'économie, on a plein de choses en commun et on ne peut pas du jour au lendemain. Parce que moi, j'entends un peu ce discours, cette petite musique, j'allais dire un peu radicale, qui veut dire que non, on va complètement changer de registre, se diriger, parler uniquement aux Américains ou aux Chinois et on oublie par une espèce de vengeance ou par une espèce d'amertume et de déception, on oublie l'Europe et on oublie la France. Non, je ne crois pas que ça peut être possible. Maintenant, il faut organiser, il faut réfléchir, organiser intelligemment ce genre de rapport. Le négocier, ça c'est autre chose. Le Maroc, en tant que pays maghrébin, est en position de force de négocier une nouvelle relation avec la France et avec l'Europe. Est-ce que les autres pays du Maghreb le sont? Ça, c'est une autre question. Et c'est ce qui fait que la relation est déséquilibrée. Elle restera déséquilibrée tant qu'on ne parle pas de bloc à bloc. Tant qu'on parle de bloc à pays, la relation restera toujours déséquilibrée. Alors justement, quand vous parlez d'exclure la France de la boucle, je le disais en introduction, la géographie est têtue. C'est bien évidemment ni possible, ni souhaitable, ni souhaité. Mais qu'il y ait une partie de l'opinion publique qui puisse le penser, qui puisse le dire, est assez révélateur de ce degré de déception qui pourrait y avoir. Voilà, Brahim Rachidi, qu'est-ce que vous pensez de cette question sur la France qui pourrait jouer ce rôle de rapprochement? Je pense qu'après les élections, après le dimanche prochain, le président Macron, qui va être réélu, je prends mes désirs pour des réalités. Ça n'engage que vous. Oui, ça m'engage que vous. Et d'ailleurs, vous n'en savez rien. Mais je suis presque sûr que c'est lui qui va être élu. C'est ça le déni d'initié. Le délit, pas le déni. Ça peut être un délit parce qu'il y a des informations qui ne sont pas claires. Non, je pense que la sagesse va... Tu le rejoins. S'il vous plaît. Je pense que la sagesse va l'emporter. Et la France est obligée de réorienter sa politique étrangère vis-à-vis du pays du Maghreb et principalement le Maroc. Parce qu'il faut reconnaître une chose. Nous avons, en 2022, comme ça a été dit par le professeur Saimi, nous avons une diplomatie extérieure extraordinaire. Il faut que les pays européens se dégagent un petit peu du complexe du colonisé et comprennent que les diplomates marocains sont, pour la plupart, issus des grandes universités marocaines et étrangères. C'est intéressant ce que vous dites, c'est le complexe du colonisé. Ça veut dire qu'en face, ça marche aussi de la même manière, que s'il y a un complexe du colonisé au sud, il y a un complexe du colonisateur en haut. C'est ce que vous voulez dire, certainement. Oui, c'est ce que je veux dire. Et je pense que les relations Maroc-Union européenne vont être revues et vont être renforcées à l'avenir. Parce que le candidat Macron, qui probablement sera certainement le président de la République, va être obligé de prendre en considération les relations historiques, les relations culturelles et le rôle de la communauté d'origine marocaine en France. N'oubliez pas qu'il y a 5 millions d'électeurs musulmans qui sont d'origine maghrébine.
et qui vont jouer un rôle fondamental dans les résultats du 24 avril. De plus, notre pays a une position très claire en matière, par exemple, la position vis-à-vis de la guerre Ukraine-Russie. Parce qu'on n'est pas, comme ça a été dit par mes amis, on n'est pas considéré. C'est une guerre européenne. Et le Maroc, comme plusieurs pays dans le sud et plusieurs pays asiatiques, ça n'avait pas été compris au départ, mais c'est en train d'arriver. Ne sont pas concernés par cette guerre. Parce que nous considérons au Maroc que la meilleure solution pour régler les problèmes, c'est de se mettre à table. La guerre n'a jamais réglé un problème. Aujourd'hui, avec tous les dégâts qu'on a en Turquie, on ne peut pas réparer ça pendant 10 ans. Alors, Hassan Alaoui, le rôle de la France encore dans ce rapprochement, parce que je ne perds pas le fil de mes idées, je reviens à ma question. À l'inverse de cette belle démonstration, je reprendrai un mot que certainement tu connais, Ibrahim, de Clausewitz, que la guerre, c'est la continuation de la diplomatie par d'autres moyens. Ce n'est pas le cas, c'est peut-être le cas. Mais je reviens à cette idée de l'ancienne puissance coloniale ou protectrice. Il n'y a pas de sémantique ici. La France, elle a une mission à assumer et à remplir de la même manière que l'Espagne qui a assumé le sien, son rôle. Et ce n'est pas par hasard que les deux pays, l'Espagne et la France, ont été justement les deux puissances coloniales, entre guillemets coloniales, qui ont occupé le Maroc, n'est-ce pas? C'est ça le malheur du Maroc, c'est qu'il a été occupé par deux ou même trois puissances. Et quand il fallait négocier, par exemple, l'affaire nationale, il a fallu qu'il déploie 2 stratégies au moins pour en sortir. Ça n'a pas été très facile. Il faut qu'elle joue maintenant le rôle, qu'elle reconnaisse un petit peu le droit ou les droits du Royaume du Maroc et qu'elle aille de l'avant pour un petit peu concrétiser, si vous voulez, ce projet dont nous parlons depuis tout à l'heure, de partenariat, de rapprochement très fort avec des projets modernes et une compréhension réciproque. Voilà où on est maintenant, où nous en sommes avec la France. Surtout et le futur président ou la présidente de la République respect, française, considération, etc., parce que l'économie, elle est toujours là. Okay. C'est ça. Très bien. Ça va, Sahimi ? Je voudrais dire ceci. Il n'y a pas de rente au Maroc. Il n'y a pas de rente diplomatique. La France veut préserver ses intérêts, sa place et son rôle dans le royaume. Elle doit travailler dans ce sens. L'histoire rentière, c'est fini. La chasse gardée du Maroc pour ce qui est de l'économie, du reste, etc., c'est fini. Safat Ossa fait référence aux liens historiques, évidemment, c'est important culturel, mais il y a 40 000 étudiants marocains en France, il y a plus de 40 000 étudiants marocains ailleurs. Qu'est-ce qu'on observe? C'est-à-dire la nouvelle génération n'est plus réceptive au modèle français, aux valeurs françaises. Ils sont réceptifs à quoi? À ce qui se passe dans les États-Unis, Canada, Allemagne, etc. Et la Chine. Il y a 2000 étudiants qui suivent les cours de l'Institut chinois à Casablanca. Et donc, c'est extrêmement important. Donc ça, il faut que la France en prenne acte. Deuxième point, il y a des intérêts importants entre les deux pays, évidemment. C'est le deuxième partenaire commercial, j'y reviens pas, premier partenaire. Deuxième commercial, premier économique. Investisseur, 30% des investissements, etc. Donc c'est important. Mais il y a la réelle politique, c'est-à-dire la prise en compte de données majeures qui font que les relations bilatérales doivent être réarticulées autrement. Cette appréhension-là n'est pas faite correctement, me semble-t-il, à Paris. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que, si je vous permettez de déborder sur le domaine diplomatique... Rapidement, je permets rapidement. Non, mais sur le domaine diplomatique, qu'est-ce qui explique la situation actuelle des relations entre Paris et Rabat? Il y a la conjonction d'un certain nombre de facteurs. D'accord. Bien, mais il y a un élément fondamental, c'est le repositionnement et le redéploiement du Maroc à l'échelon diplomatique, avec la reconnaissance américaine de la marocanité des provinces sahariennes le 10 décembre 2020, avec la nouvelle position de Berlin de janvier de l'année dernière, et puis la décision historique du gouvernement espagnol également de considérer le projet marocain comme le plus approprié. La France va suivre après. Oui, mais pour l'instant, elle ne suit pas. Et ce que je veux dire, un mot sur ça, c'est-à-dire que la France a pris acte avec beaucoup de mauvaise humeur qu'elle n'avait plus la main
pour l'accompagnement de la diplomatie marocaine. Alors, ceci expliquant cela, c'est certainement, donc à l'exception de la Libye, les 4 autres pays de l'Union du Maghreb arabe, maintenant je parle de l'UMA, les 4 autres sont largement francophones et les échanges, les échanges économiques et les mouvements de population sont importants entre les deux rives. Alors, dans quelle mesure, on se pose la question, ce pays, c'est-à-dire la France, peut-il jouer un rôle de leader dans ce rapprochement? Alors, autour de la table, on a parlé de réalpolitik, on a parlé de déception, on a parlé de détérioration des relations entre le Maroc et la France. On a parlé aussi d'exclure la France. Vous le disiez, Moustapha Tossa, enfin, cette idée d'exclure la France. Je voudrais donc, Tahar Benjelloun nous rejoint à partir de Paris par téléphone. Je voudrais vous poser une question. Bonjour Tahar Benjelloun. Vous écriviez donc dans le point que les relations entre le Maroc et la France n'étaient plus ce qu'elles étaient, que le Maroc était déçu, que les Marocains ne comprenaient plus la politique française au Maghreb. Alors il s'est passé quoi au juste? Je crois que Macron n'a pas une grande sensibilité maghrébine en général. Et puis dès qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est intéressé principalement à l'Algérie, pensant pouvoir régler et assainir la situation entre les deux pays. Et c'est une grande illusion. On en avait parlé, lui et moi, un jour, et j'ai essayé de lui expliquer ce que c'est que le Maroc. Mais il était pas, je sentais que ça n'intéressait pas tellement. Il connaît le Maroc, il est venu en touriste, enfin... Il est venu plusieurs fois, je l'ai connu moi au Maroc, mais il n'a pas cette fibre des relations franco-marocaines qui ont toujours été excellentes, de grand niveau. Et là, j'ai l'impression que c'est un niveau qui n'est pas à la hauteur de ce que les Marocains attendaient. Et je suis très déçu par la manière dont le Maroc est traité diplomatiquement et politiquement par l'équipe Macron. Est-ce que vous pensez que la trop grande place accordée par la France à l'Algérie pourrait être à l'origine de cette crispation? C'est pas une crispation, c'est une déception. Mais en même temps, moi je lui ai dit clairement, je lui ai dit, vous allez contre le mur parce que l'Algérie ne fera jamais la paix avec la France. Vous avez dit que la colonisation c'est un crime contre l'humanité, vous avez redonné un grand gage, mais cela n'a pas suffi pour que les relations s'assainissent. Vous perdez votre temps avec l'Algérie. Construisez avec la Tunisie, avec le Maroc, avec la Mauritanie. Ça, ce sont des pays qu'il faut non seulement avec qui il faut travailler, mais avec qui il faut coopérer et reconnaître d'égal à égal. Mais malheureusement, il m'a pas écouté. Enfin, je suis pas le seul. Il y a d'autres conseillers. Mais comme nous connaissions avant qu'il soit président, je pensais qu'il allait m'écouter. Mais il écoute très peu. Par ailleurs, Tahar Benjelloun, est-ce que le fait que la diplomatie marocaine ait multiplié ses partenariats et ne fait plus de la France la priorité, l'alpha et l'oméga de ses relations internationales, est-ce que vous pensez que ça peut être un élément explicatif de cette distance qui est entre les deux capitales, Rabat et Paris? De toute façon, le Maroc a eu tout à fait raison de multiplier ses relations et de les améliorer avec d'autres pays. Et puis, il faut dire une chose, c'est que la France ne fait pas ce qu'il faut faire pour que ses relations économiques et culturelles restent au niveau où elles étaient dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a eu un désintérêt. Et le Maroc a eu tout à fait raison de diversifier ses relations. Tout à fait raison. Et d'ailleurs, j'ai été étonné de voir de plus en plus de familles aisées, il faut dire, envoient leurs enfants dans leurs études aux États-Unis, en Angleterre ou au Canada. Et la France est en train de reculer dans ce domaine. Et puis, il y a eu l'histoire des visas, qui était vraiment une insulte pour la dignité marocaine. Et ça s'est très très mal passé, parce que de toute façon, le fait de punir le Maroc, enfin tout le Maghreb d'ailleurs, parce qu'on ne renvoie pas les clandestins à leur pays, c'est un faux problème. Et on ne fait pas ça avec un pays ami. On ne fait pas de la punition, on n'est pas à l'école. Merci à vous, Tahar Benjelloun. Je ne sais pas s'il s'agit véritablement de punition à la question du visa ou de plutôt prise en otage d'une population pour régler des affaires entre États. Alors, on le voit, on l'a compris. Brahim Rachidi, est-ce que vous avez ce sentiment, comme tout le monde, que depuis quelques années, les relations entre les deux pays se sont détériorées, ou alors sont sur une pente descendante plutôt? Moi, tout d'abord, je pense qu'il y a un déclin de la francophonie. Et depuis le départ de M. Chirac, la France n'accorde pas beaucoup d'importance à la francophonie. Et de plus, les décisions qui étaient prises obéissent à une logique électoraliste.
c'était une période électorale avec la montée de l'extrême droite et qu'ils ont pris comme leitmotiv l'immigration, l'islam. Donc Macron était obligé de réorienter sa politique pour capter des voix. C'est à la course aux voix. Et après les élections, la France est obligée de changer, de réorienter sa politique étrangère et de s'ouvrir sur le Sud, à commencer par le Maghreb, le Maroc. Le Maroc, c'est la porte vers le Sud. Et les relations, même en Afrique, les relations de l'Afrique avec la France commencent un petit peu à faiblir. Je pense que le Maroc doit aussi réactiver la diplomatie parallèle, la diplomatie partisane au Parlement européen, les partis politiques et les associations culturelles et la communauté marocaine vivant en France. Il faut la mobiliser, d'où la nécessité pour que les représentations diplomatiques marocaines en France s'ouvrent davantage sur les ressortissants d'origine marocaine. Moustapha Tossa, vous en pensez quoi à partir de Paris? L'Algérie et Macron, ce n'est pas quelque chose qui a été improvisé à la dernière minute. C'était dans son programme électoral de candidat. Absolument. Macron voulait et veut toujours rentrer dans l'histoire en réalisant des progrès dans la réconciliation mémorielle avec l'Algérie. C'est tout à fait normal qu'il aille sur un dossier où il y a une problématique, où il y a des blocages, où il y a des choses à réaliser. La relation France-Maroc n'était pas aussi bloquée que l'est la relation France-Algérie. Donc il est tout à fait normal pour un président de la République qui veut rentrer dans l'histoire de tenter des choses à l'égard de l'Algérie. D'ailleurs, il était tellement prêt à faire des sacrifices pour cette relation franco-algérienne qu'il a soutenu, ou il soutient toujours la transition incarnée par Abdelmajid Tebboune, contestée par le Hirak chez lui. Donc c'est vous dire à quel point ce n'est pas parce que Emmanuel Macron pensait les plaies de la relation France-Algérie que automatiquement, que par un effet de ricochet, il a oublié ou il a négligé le Maroc. D'un autre côté, Emmanuel Macron est un jeune président et on ne peut pas lui demander d'avoir la même empathie que celle que pourrait avoir un vieux briscard comme Jacques Chirac ou un jeune vieux président de droite comme Nicolas Sarkozy. Il a son style, il a sa manière aussi de se comporter avec le Maroc. Et moi, les fois où j'ai vu Emmanuel Macron, les rares fois, à cause du Covid justement, parce qu'il ne faut pas oublier cet élément qui a ralenti un petit peu les contacts diplomatiques, mais les rares fois où Emmanuel Macron a rencontré Sa Majesté le Roi, il y avait une vraie relation entre les deux hommes. Ce n'était pas fake, ce n'était pas des gens qui faisaient semblant. Et ils sont presque de la même génération et ils sont à la tête de deux pays qui ont un agenda et des intérêts communs et vitaux. Et donc, il n'y a pas cette négligence qu'on peut sentir ici et là. Pour revenir sur l'immigration et sur le visage, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Maître Rachidi. Effectivement, il faut accoler à l'attitude de Gérald Darmanin et de la France une coloration électoraliste et opportuniste. Au moment où cette décision a été prise, il ne faut pas oublier qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen étaient en train de caracoler dans les sondages et dans les intentions de vote et d'occuper l'espace symbolique, médiatique et politique français. Donc, il faut dire que Gérald Darmanin ou Emmanuel Macron avait besoin d'un acte fort pour essayer de rééquilibrer la balance et de donner cette impression que non seulement ils savent gérer l'immigration avec détermination, mais ils savent aussi prendre les décisions lourdes qui s'imposent, quitte à se mettre sur le dos des pays aussi importants que le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. D'où cette action qui est regrettable parce qu'elle porte atteinte à la qualité humaine, économique, politique que pourraient avoir les Maghrébins avec la France, mais elle a servi un agenda instantané, électoraliste de l'équipe Macron qui était à la recherche d'une décision spectaculaire. Il y a la politique, il y a l'action, et il y a aussi la perception. Ça, c'est important. Moustapha Shahimi, vous voulez réagir? Je vous demanderai quand même d'être un peu plus bref, tous, de manière à ce qu'on puisse faire circuler la parole. Je vais être aussi bref que Moustapha Tossa.
Je ne commenterai pas ça. Mustafa Toussa dit ce qu'il a à dire. Ce qu'a dit Mustafa Toussa est intéressant, mais je voudrais formuler des réserves à ce sujet. Rien n'obligeait le président Macron à assumer le coût politique et diplomatique de l'institution de visa, pénalisant 3 pays. D'ailleurs, 30% la Tunisie, 50% l'Algérie et le Maroc. Il y a, quand on est chef d'État, il y a des intérêts supérieurs qu'il faut prendre en charge et assumer. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait la même pression, puisqu'il s'est retrouvé dans la même équation politique. Le président Chirac aussi. Et sur ce plan-là, il n'y a pas eu de concession. On reviendra sur les visas. Il faut le dire, c'est important. Deuxièmement, les relations personnelles entre Paris et Rabat, pour ce qui est entre le président Macron et Sa Majesté le Roi. J'ai un avis différent par rapport à ce qui a été dit. Il y a eu 2 visites. Il y a une visite le premier mois de l'élection et l'autre pour le TGV. Il est venu, c'était un voyage dit d'amitié. Il était venu pour marquer le coup. C'était intéressant parce qu'il avait commencé par le Maroc, c'était un voyage. L'Algérie, évidemment, avait grogné à ce sujet. Et puis, il y a eu en novembre 2018 l'inauguration du TGV. Oui. Depuis, il était prévu une visite d'État, elle n'a pas eu lieu. Elle a été annoncée, programmée, etc. Bien. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a sur la table? Il y a un certain nombre de grands dossiers, il faut le dire. L'affaire Pegasus. Avec l'incrimination. Justement, quand on parle de ça, on ne peut pas parler de Pegasus, du visa, de la position sur le Sahara aussi. On en parlera. Il faut parler de choses qu'il y a sur la table qui font problème. On y arrive. Hassan, rapidement. Le dernier point, ce que je veux dire par là, je vais finir avec ça, c'est que nous sommes dans une nouvelle séquence. Je ne crois pas du tout à un retour aux relations privilégiées qu'il y avait entre Rabat et Paris du temps de président Sarkozy, de Jacques Chirac. Je crois beaucoup plus à une situation nouvelle qui doit être appréhendée par les 2 pays. Le Maroc l'appréhende, mais c'est à Paris qu'il y a une difficulté, c'est-à-dire une normalisation des relations entre les 2 États. Fini une séquence historique de parrainage, de paternalisme, etc. Revenir, si vous voulez, à la relation historique qu'il y avait dans les siècles passés. Voilà, c'est-à-dire des relations d'État-État, avec un Maroc soucieux de ses constantes nationales, de ses principes, de sa souveraineté, du respect qui lui est dû, et Paris qui doit évidemment revoir sa grille de lecture avec Rabat. Hassan Alaoui. Je voudrais aller dans le sens, rebondir dans le sens que Mustafa a soulevé. Il y a un problème, c'est que le Maroc, maintenant pratiquement depuis 2018, il n'a fait que subir un petit peu, si ce n'est pas, je veux dire, un silence inavoué ou des attaques ou des esquives de la part de l'État français, qui est incarné par le président de la République, eh ben, il a subi toutes sortes d'insultes, d'humiliations, d'accusations gratuites, une espèce de cacophonie dont évidemment l'affaire Pegasus a été l'illustration. Je passe. Il faudrait quand même que maintenant, notamment sur le problème du Sahara, je suis obligé d'en parler, il faut que... On va en parler aussi. On va en parler, mais je dis ça. Il faut que la France se repositionne ou déclare, je veux dire, franchement, clairement, la position, qu'est-ce qu'il en est. Là, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Mustafa Sahimi, je reviens à vous. Et donc, il faut quand même voir l'existant pour pouvoir envisager l'avenir. Et l'existant, c'est comment faire, si vous voulez, pour faire une coopération fructueuse entre les 2 pays, avec la France et le Maroc étant important pour la France étant importante pour le Maroc, à l'aune ou à l'ombre ou à la lumière de ces différentes offensives qu'il y a eu ces dernières années et aussi d'une manière plus serrée ces derniers mois, l'affaire Pegasus étant l'une des affaires les plus emblématiques. C'est un scandale d'État. C'est une affaire qui a été déclenchée en juillet de l'année dernière. On n'a jamais vu une telle mobilisation de moyens et de médias publics français. Je vais citer France 24, l'AFP, France Info, France Inter, RFI, etc., dans toutes les éditions, sans parler des journaux continus tous les quarts d'heure, vous le savez, qui ouvraient leurs éditions tous les quarts d'heure, etc., avec Pegasus, le Maroc espionne le président Macron, et ils ont ajouté, on espionne même le président de Tebboune, franchement.
6 000, ils avaient dit 6 000 personnes, ce qui n'était pas la meilleure manière d'arranger la relation entre le Maroc et l'Algérie, effectivement. C'est faire injure à notre appareil sécuritaire que de penser ça. Pensez qu'on a besoin d'écouter ce qui se passe au palais de la Mouradia du côté du président Tebboune. On sait, c'est ce qu'il y a. Quel appareil sécuritaire? Il termine après. Est-ce qu'on a besoin d'écouter ce qui se dit à l'Élysée, pas du tout, parce qu'on sait tout ça est public, etc. Et puis il y a le travail diplomatique qui est fait par nos ambassadeurs, qui est fait par les ministres des Affaires étrangères quand ils se rencontrent, etc. C'était une opération de déstabilisation. Je pèse mes mots. Elle est venue à quel moment? Le contexte est intéressant à rappeler. Elle est venue au moment où nous avions la crise avec l'Espagne, 3 mois après. Avec l'Espagne, ça a commencé en avril, la mi-avril de 2021. C'est venu avec l'Allemagne qui avait enclenché une mesure également demandant la réunion d'urgence du Conseil de sécurité après la reconnaissance américaine de la marocanité. Et tout ça, il y avait un concert. C'était aussi un moment de tension, je vous le rappelle, un moment de tension assez intense, sans jouer sur les mots, avec les Algériens, avec l'Algérie. Je peux pas, vous savez, je peux pas le prouver, mais j'en suis sûr. Il y a eu un concert entre Berlin, Paris et Madrid pour mener une opération médiatique de déstabilisation. C'est intéressant ce que vous dites, parce que maintenant on verra comment ça va évoluer. C'est lié, vous avez raison de le rappeler, à la campagne offensive algérienne avec les gesticulations de l'armée algérienne aux frontières, les menaces, l'ennemi traditionnel, etc., contre les liens privilégiés particuliers noués entre Washington et Rabat. Donc c'est lié à cela, c'est-à-dire que le Maroc a fait la preuve de sa capacité à s'autonomiser par rapport à des puissances moyennes. Et dernier élément qui joue, dont on ne parle pas qu'aujourd'hui, c'est les minerais du mont Tropique au large des côtes marocaines et Canaries. C'est fondamental et c'est comme ça que nous avons un grand projet avec les États-Unis, quand on a décidé de monter un projet de 3 milliards de dollars précisément pour l'exploitation de cela et pour l'exploitation d'autres projets. Et c'est cette situation-là qui a conduit à la crispation et à ces manœuvres-là. Ça, ce sont des données majeures. Et donc, ce qu'on peut attendre de Paris, c'est des relations normalisées. Mais il sera bien évident que le Maroc sera extrêmement soucieux quant à ses intérêts supérieurs, aussi bien avec Paris qu'avec les autres, et que c'est à Paris, quel que soit le président élu, alors, je voudrais revenir, j'aime bien, pour parler d'une manière savante, votre vision holistique, même si j'aime pas beaucoup ce terme, mais enfin ça se dit pour dire les choses. Je voudrais revenir sur un mot que vous avez, sur une expression, quand vous parlez de Pegasus, c'est les médias publics français. Hassan Alaoui, ça vous a fait quoi? Vous êtes le journaliste ici. Il n'y a pas que les médias publics. Il y a aussi la presse écrite, en l'occurrence Le Monde. Il y a des sites de M. Plenel, n'est-ce pas? Mediapart. Et La Croix. Le fait qu'il y ait des médias publics, eux, ils sont privés. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le consortium for Biden Story, n'est-ce pas? Tout ça, ça fait quand même 18 organes. Simultanément, concomitamment, se sont révélés un jour, tout simplement, des comploteurs. Pardonnez-moi, je termine. Excusez-moi, je vous coupe juste pour une petite précision. Il y a plusieurs organismes, il y a plusieurs enquêtes qui sont menées comme ça depuis 10 ou 15 ans. Il est quand même assez rare que des médias publics français ou ailleurs prennent fait et cause et reprennent ça tous les quarts d'heure, comme disait Mustafa. Et puis, pardonnez-moi, je préciserai, s'il te plaît, Mustafa. Les France Télévisions, France 24, c'est qui derrière? C'est le ministère français des Affaires étrangères. Donc c'est une position d'État, d'hostilité contre le Maroc. C'est un complot, n'est-ce pas? L'affaire Pegasus a été déclenchée. Le jour même, le président Macron a convoqué à 17h le Conseil de défense. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a des coïncidences parfois qui sont curieuses. Deuxième observation, aujourd'hui, au mois d'avril, qu'est-ce qu'elle est devenue cette affaire Pegasus? Rien.
Elle a fait psh, Ça comme fait on dit. psh, comme dirait Chirac. Comme dirait Chirac. Et oui, donc Elle ça était, prouve bien elle que était déjà rien ne tient. abracadabrantesque Et- non, avant de non, faire suite pour rester ça sur prouve que c'est Chirac. un dossier Oui, qui merci, était monté, merci, qui Mustapha. était instrumentalisé. Merci Mustapha Sahim Ibrahim Rachidi. Alors avant de vous poser la question sur la suite judiciaire de cette affaire-là, il y a eu donc une irrecevabilité ou un non-lieu, vous allez m'expliquer ça. Vous êtes avocat, mais avant je voudrais aussi vous poser cette question sur les médias publics. Quand vous avez pris ça, comment? Le fait qu'il y ait, encore une fois, c'est vrai qu'il y a des privés, mais les privés, c'est les privés. Le public, c'est autre chose. Il y a le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay derrière. Vous avez pris ça comment pour nous expliquer ce qui s'est passé en justice? J'ai 3 petites remarques à faire. La première, c'est la position de la France vis-à-vis de l'Algérie et du Maroc. La situation de l'Algérie et la situation du Maroc sont totalement différentes. L'Algérie, c'était une colonie française. Le Maroc, c'était un protectorat. Nous n'avons pas les mêmes séquelles historiques qu'a l'Algérie avec la Ni France. les mêmes durées. Les mêmes durées, 130 ans Eh oui. avec la France, parce que c'est pour cela que Macron essaie un petit peu de rattraper le retard. Le Maroc, c'est un protectorat qui a réussi la sortie vers son indépendance sans aucun problème. En ce qui concerne les médias et l'État, moi, je voudrais un petit peu relativiser les positions de mes grands amis journalistes. En France, en principe, les médias, plusieurs médias, je ne parle pas des médias publics. Les médias publics sont téléguidés comme dans la plupart des pays. Mais les autres médias, quand tu parles d'Edi Plenel, quand tu parles de Le Monde, ils ont toujours eu une position hostile au Maroc. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais attention, il faut les combattre. Comment on peut les combattre? En utilisant nos réseaux. Parce que si vous voyez France 24, les journalistes qui travaillent à France 4, c'est qui? En dénonçant, en répondant du tac au tac. Voilà la réponse. Laissez-le aussi. La sagesse veut que l'on ne réponde pas à chaud. Continuez, c'est Alors, intéressant en ce ce que qui vous dites concerne parce qu'il y a une Pegasus, remarque que je voudrais vous faire. Oui. Pegasus, le non-lieu, il n'y a pas eu un non-lieu. Le non-lieu, c'est le juge d'instruction Qui décide qui le de ne pas prononce. poursuivre. Le tribunal a rejeté la plainte déposée parce qu'il a estimé irrecevable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de quoi que ce soit. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas la jurisprudence en France, ne reconnaît pas à un État les droits qu'accorde remonte à quand, la un jurisprudence, individu. Ibrahim Rachidi? Il y a beaucoup de remonte à jurisprudence quand? très ancienne. Tout le temps. Je crois que c'est la fin du 19e siècle. J'y reviens. C'est très. Depuis toujours, la France ne reconnaît pas à l'État la qualité d'État en tant qu'État. Nous avons déjà fait plusieurs procès au nom de l'État où j'étais même avocat, et on a eu cette irrecevabilité. Ça ne veut pas dire qu'on a analysé nos arguments et tout ça. L'affaire Pegasus, moi je pense que l'État français ne téléguidait pas les médias français. Il faut faire un distinguo. J'ai jamais dit ça, moi. Moi, j'ai compris ça. Il faut faire un distinguo entre l'État, la position de l'État français en ce qui concerne Pegasus, parce qu'il n'y avait pas que l'État français, il y avait d'autres États qui étaient impliqués dans l'affaire Pegasus. Beaucoup moins quand même, beaucoup moins. Alors, le On se Maroc... rappelle de cette période-là, beaucoup moins. Et quand on dit qu'il y a eu le Conseil de sécurité, coïncidence, parce que c'était une crise, il y avait la Covid ou le Covid, et le Conseil de sécurité se réunissait tous les 2 jours. Je vous coupe un instant, s'il vous plaît. Juste expliquez-moi une chose. Donc, si je comprends bien, vous avez des journaux, enfin des médias, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, ils viennent, ils s'en prennent à un État X, je ne vais pas nommer n'importe quel État, par respect pour cet État. Le Maroc, c'est un État en l'occurrence. tueur. Non, je ne parle pas des États. Je ne dis pas de nom, justement, haïtien. C'est un État tueur, c'est un État corrompu, c'est un État, c'est la grande mafia, et ils peuvent dire ce qu'ils veulent en toute impunité, avec le pouvoir d'influence qu'ils peuvent avoir. Parce que France 24, par exemple, elle est captée un peu partout. Non. La diffamation existe dans la loi de 1881, la diffamation existe. Moi-même, j'ai fait un mot, d'ailleurs, mon ami Sahimi, maître Sahimi est au courant, j'ai fait une mise au point à un article du Monde. Ils ne l'ont jamais publié. Ils ne l'ont jamais publié parce que c'est une position anti-marocaine qui est connue chez le Monde. Et même France 24. Il y a une position, excusez-moi encore une fois, il y a une position, parce que je suis aussi journaliste, il y a une position, il y a une différence entre la position qu'on peut avoir contre quelque chose ou quelqu'un ou quelque État qu'il soit, et des attaques, des accusations. C'est grave d'écouter le président de la République française. C'est grave d'écouter 6000 officiers algériens. Mais est-ce que le président de la République française a dit quelque chose dans ce... Donc, si je comprends bien, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Est-ce qu'il a dit quelque chose, lui, Non, le il n'a président? pas. Il a rien eu dit. des conseils. Il y a eu un communiqué. Qui disait quoi?
qui disait que suivait ça avec beaucoup de préoccupation. Il y a eu la réunion du Conseil de défense à 17h le même jour. Ben oui, Ah oui, il y a eu une réaction. c'est une réaction Oui, officielle. C'est une réaction importante. Vous savez, Mais on n'a pas accusé le Maroc, c'est Mustafa. On n'a pas Il a accusé été le mis en Maroc. cause directement. Je suis mais désolé. on n'avait pas Accuser le besoin Maroc. d'accuser le Maroc, Attendez. puisque le Maroc était le seul accusé Exactement. dans la on a sphère parlé, médiatique. on a parlé un Non, peu je parle de d'autres l'État États. français, je parle de On a l'État parlé français. un peu d'autres États, très furtivement, peut-être du Mexique, de la Jordanie, d'Israël, de très façon furtivement. marginale. Et puis c'était le Maroc, je me rappelle de, De cette manière période. supplétive, j'allais dire. Je suis assez âgé pour m'en rappeler, c'était l'année dernière, et c'était comme vous le disiez, tous les quarts d'heure, c'était on ouvrait le Maroc, écoute C'est le monde, Aziz, Maroc. vous le savez, vous avez suivi les cours d'économie. On ne Oui. prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches. Si le Maroc est attaqué, parce que c'est le seul pays qui constitue vraiment un pays Ouais, qui mais est c'est un pays capable, amical quand même. qui est Il y a eu capable. des techniques de gorge chaude, c'est-à-dire qu'on a insufflé les petits Évidemment. mots aux journalistes. Moi, je le sais. Non, Ça, si le on n'a moment, pas je de preuves, suis désolé. si on n'a Moi, pas je de pense preuves, on ne peut que. pas dire des choses Non, comme mais ça. non, je suis désolé, moi, j'ai pas de preuves. J'apprécie la position diplomatique de mon confrère et ami, ici présent, c'est Brahim Rachidi. Ce que je voudrais dire, c'est quand même la prise en compte d'un contexte. On ne peut pas comprendre Je suis entièrement Pegasus d'accord avec toi. qu'un contexte qui est lié à un certain C'était nombre de faits que surutilisé. j'ai Ça a été évoqués. surutilisé Voilà, pour voilà, des raisons. voilà, tout à Peut-être fait. Mustafa Tossa, qui suit les choses de près là-bas, Voilà. il peut être plus Justement, direct que moi. Si vous permettez, je voudrais interpeller Mustafa Tossa sur cette affaire. Vous aviez écrit pendant cette affaire, Mustafa Tossa, la stratégie marocaine, confiante et conquérante, dérange les vieux schémas, fait trembler sur ses bases les vieux circuits de production et de distribution des richesses. Pour ces milieux, le Maroc devient sinon un pays à abattre, Absolument. du moins à affaiblir. Donc, vous revenez quelque part à ce que disait Mustafa Sahimi, une tentative de déstabilisation, une C'est un complot. action de déstabilisation. Mustafa Tossa. Où il faut un peu mettre un peu de relativité dans les attaques contre la presse, c'est que ce qui a été répercuté par la presse, par cette presse-là, qu'elle soit publique ou journaux privés, c'est le rapport d'une structure qui s'appelle Forbidden Stories. C'est-à-dire qu'il y a une structure qui a fait un rapport, qui a fait une étude, et c'est ces éléments-là qui ont été répercutés. Alors, que cette presse-là ait choisi de concentrer toute la lumière, de braquer toute l'attention internationale sur le Maroc, ça c'est un choix éditorial. Alors, Maître Brahim Rachidi a rappelé s'il vous plaît. Maître Brahim Rachidi a rappelé que le monde est connu depuis un certain nombre d'années pour une allergie à l'égard du Maroc. Il n'aime pas le Maroc, il n'aime pas la monarchie marocaine, il n'aime pas le régime et les évolutions marocaines. Ça, donc dès qu'il y a une possibilité de salir ou d'affaiblir le Maroc, il s'enfonce à fond dans cette histoire. Alors moi, c'est là où ça me dérange un peu, c'est de dire que c'est l'État, à savoir c'est Emmanuel Macron, Jean Castex, Gérald Darmanin qui est derrière cette opération. Ça, je n'y crois pas. Par contre, il n'y a pas que l'État en France qui gouverne. Il y a les milieux économiques, politiques, militaires, stratégiques, qui ont un intérêt quelque part à un moment donné où ils ont remarqué, où ils ont constaté que le Maroc est en train de bouger hors de son périmètre, entre guillemets, naturel, qu'il commence à faire des alliances extraordinaires avec Israël, avec les États-Unis, que le Maroc puisse jouer de manière autonome, progressivement autonome, un rôle, ça gêne beaucoup de monde. Et donc, si on peut lui tirer une balle dans le genou pour essayer de ralentir sa progression, de ralentir son éclosion, de ralentir son indépendance, on le ferait. D'ailleurs, à ce propos, il y avait un rapport que les services allemands avaient sorti et qui constatait de visu que le Maroc est en train de courir loin derrière tous les pays de la région et qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Europe qu'il fasse ça. Donc il faut absolument le ralentir, l'affaiblir et essayer de le tenir. Donc ce genre d'enquête, ce genre de scandale vise justement à atteindre ces objectifs. Mais moi, si je comprends bien, excusez-moi Mustafa Tossa, excusez-moi de vous couper, j'essaie de comprendre votre propos. Si on veut affaiblir et si on veut tenir le Maroc, c'est certainement pas des journaux qui vont faire ça. Un journal, un média ne va pas affaiblir un État. C'est que ça se passe ailleurs, forcément.
Oui, mais Non, vous n'avez pas cette impression? Les journaux sont un instrument. Imaginez, c'est Aziz, Oui. cette enquête-là, Forbidden Stories, était sortie et que personne n'en parle, quel effet? On n'en aurait même pas entendu parler. Ou alors une petite dépêche dans une agence anonyme. Mais le fait qu'on s'est réunis et qu'on a décidé de choisir l'angle marocain. En fait, dans cette enquête, il y avait beaucoup d'informations, Oui. tout aussi précieuses les unes que les autres. Mais on a choisi l'angle marocain parce qu'on nous prête corrige, comme a dit notre ami tout à l'heure, mais aussi parce que ça coïncidait effectivement avec un plan, celui d'adresser des messages à un pays qui commence à déranger par son autonomie, Finalement, par sa libération d'une mainmise historique. Le Maroc est en train de devenir petit à petit une puissance régionale autonome, capable de diversifier ses alliances, de voir si on peut. Tout à l'heure, on avait parlé des enfants, des étudiants qui vont en France. Ils peuvent très bien aller en Chine, ils peuvent très bien aller aux États-Unis, au Canada, en Asie. Donc, c'est une liberté qu'il reprend pour diversifier les ça dérange. Je voudrais juste un point avant de passer à l'autre point qui nous intéresse, à savoir les visas. C'est que personne ne dit que l'État français a donné des instructions aux médias publics français. Voilà, je ne pense pas que ça se passe comme ça. Mais quand il y a des intérêts d'un État ami, d'un État très proches qui sont atteints, peut-être qu'on peut dire bon, on se calme un peu, on n'a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves sur ça. Surtout quand on sait que les plaintes ne sont pas recevables. On appelle ça une neutralité négative de l'État français. Voilà, donc c'est quelque part ça. Mais personne ne dit qu'il y a eu des ordres qui ont été donnés. Alors, Moustapha Sahimi, puisque vous voulez parler, on va arriver à cette question des visas. De mémoire, est-ce qu'on a déjà assisté à un pareil chantage au visa? Je me rappelle, c'était au mois d'octobre, je pense, enfin entre septembre et octobre. C'était le porte-parole du gouvernement français, je pense, Gabriel Attal, qui disait, ben voilà, donc les OQTF, les ordres de quitter le territoire français ne sont pas appliqués, donc on arrête les visas 50%, 30%. Est-ce que vous pensez que freiner des populations, bloquer pour régler des problèmes d'État, une sorte de prise d'otage ou quelque chose comme ça, est-ce que vous pensez que cette politique est légitime, cette politique est intelligente pour dire... Je ne retiens pas l'argument électoral. J'ai cité d'autres présidents français qui avaient les mêmes contraintes électoralistes qui n'ont pas cédé. Donc, sur ce plan-là, c'est un point qu'il faut classer. Même si c'était un argument électoral. Oui, c'est ça. Bien. Et ce n'est pas ça qui va faire gagner des voix supplémentaires au président Macron, puisque par ailleurs, le marché de la surenchère électoraliste, il est assuré et par Marine Le Pen, était assuré au premier tour par Zemmour et même par Valérie Pécresse pour les Républicains. Il fallait écouter la campagne électorale. Oui. J'ai écouté des passages, c'était axé sur les visas, sur les OQTF, ce qui me paraît critiquable et pas recevable, c'est cette diplomatie de la sommation unilatérale. Dire, voilà, puisque ces pays-là n'acceptent pas le rapatriement de ceux qui ont un droit d'asile et qui ont été déboutés ou des clandestins, on va prendre des mesures. Ça ne se fait pas comme ça. Ça n'est pas une bonne diplomatie et ça touche l'opinion publique marocaine dans son ensemble. Très bien. Brahim, je dirais une précision. Je vous demanderai d'être succinct. Entre 2019 et 2020, il y a eu une baisse de 30% des visas accordés aux Marocains. Je donne même le chiffre. En 2019, il y a eu 69 408 visas. Oui. C'est l'inverse. 69 000. 98 000 en 2019 et 69 000 en 2020. Donc une baisse de 30%. Il y a eu une chute. Je me rappelle des chiffres qui avaient été donnés par Jean-Yves Le Drian. C'était 330, 340 000 la dernière fois qu'il était en 2018. Là, on est à peu près à 20 000. C'est une chute considérable. Et l'argument, ce qui est fallacieux, l'argument, c'est que tant que les familles marocaines n'ont pas récupéré, si vous voulez, les enfants qui sont à Paris, qui sont perdus, ou des gens qui vivent dans l'instabilité et dans la précarité, il n'y aura donc pas de visa. Donc c'est fallacieux, ce lien établi entre le fait de jeunes abandonnés, entre guillemets,
et l'accord de visa. C'est une politique qui est absolument de répression. Il y a 1800 jeunes Voilà. mineurs qui sont dans cette situation-là en France. Il y a des demandeurs d'asile déboutés Voilà. et il y a des dizaines de milliers d'irréguliers qui ne sont pas reconnus par le Maroc comme des nationaux. Tout à Parce fait. qu'ils sont sans papier. Sans papier. Comment vous allez distinguer un Marocain, un Algérien, d'un Tunisien, d'un Libyen, etc. Oui. Autre point, nous avons un moyen de pression, c'est la réciprocité. Absolument. Il faut instituer des visas pour les ressortissants français. Et vous allez voir qu'une mesure de ce type va faire réfléchir le Quai d'Orsay et l'Élysée. Alors, je voudrais encore vous faire réagir sur cette question des visas, Brahim Rachidi et Mustafa Toussa. Très simplement, très clairement, Brahim Rachidi, quelles conséquences on peut en attendre? Mustafa Sahimi a déjà commencé à en parler. Mustafa Toussa, quelle est la perception de cette histoire? Est-ce qu'on a conscience de ce qui se fait, des dégâts qui ont été faits par cette politique? Alors, on commence par vous, Brahim Rachidi. Les conséquences. La situation, la politique des visas telle qu'elle a été envisagée par la France était inopportune. Elle était inopportune parce qu'on demandait aux Marocains d'accepter des... Ah oui, il y a une précision, excusez-moi, encore une fois, vraiment excusez-moi, il y a une précision que je trouvais un peu, si c'était pas dramatique, ce serait drôle, c'est, je crois, c'était Gabriel Attal ou Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui Attal. disait, c'était Attal ou l'un des deux, non, après il y a eu une réaction et de toutes les manières, ça va toucher les grands décideurs politiques et économiques. Voilà, je ferme la parenthèse. En tout cas, c'était inopportun. La manière dont cette question a été traitée n'était pas une manière acceptable. Parce que le Maroc n'a jamais refusé d'accepter les mineurs qui sont en France. On avait exigé simplement de connaître leur identité. Et le problème était posé de la même manière avec l'Espagne. Il a été résolu suite à la visite du Premier ministre espagnol au Maroc. On a créé une commission mixte intérieure-Espagne et France pour régler ce problème. choses se règlent à deux. Mais contrairement à ce que pense mon ami, mon confrère, Maître Sahimi, c'est la conjoncture politique de 2022 n'est pas la conjoncture politique qu'a connue Chirac ou Sarkozy, ainsi de suite. Raison de plus. Cette conjoncture politique, il y a la chasse aux voix. Même, comme vous le savez, Macron est très menacé. Était très menacé quand il voyait le score faramineux de Zemmour et Marine Le Pen. Et il avait vraiment un petit peu, il avait pris peur. Enfin, les sphères avaient pris peur, et c'est pour cela qu'ils ont essayé un petit peu de contrecarrer sur leur propre terrain, c'est-à-dire sur les visas. Je suis sûr et certain que ça va changer après les élections. Alors, C'est un Pour mauvais calcul l'essentiel- parce que les voix... Mustafa Sahimi, les vous avez voix parlé- anti-visa, non, 10 secondes. Si vous 10 Non. secondes et 10 Les secondes. voix Ça y est. susceptibles d'être recueillies par les visas, les mesures de visa de Macron, elles sont allées ailleurs. Non, Elles sont allées chez Zemmour, chez Marine Bon, Le ça, Pen. c'est le débat et chez politique Valérie français. 10 Létard. secondes sont écoulées. Hassan Alaoui, excusez-moi, Hassan Alaoui. Les résultats, En 10 secondes aussi. oui, les résultats de dimanche prochain vont-ils contribuer à changer la donne? C'est-à-dire, quelle sera la France par rapport au Maroc? Alors, justement, et là, Quelle sera 10 la- secondes encore une 10 fois, Brahim secondes. Rachidi. Après les élections, dans quelque temps, la France va adopter la même position que l'Espagne et que les États-Unis d'Amérique, que c'est ce qu'on sait le Sahara marocain. Vous avez beaucoup de prescience aujourd'hui. Oui, Brahim oui, Rachidi. oui, oui, mais vous Vous avez savez, la beaucoup de prospective, prescience. on a enseigné la Comme on dit, comme on dit en la arabe, prospective, Mustafa Toussa. Cela dépend aussi de l'efficacité de Toussa. notre diplomatie. En France, succinctement, s'il vous plaît, parce que le temps court, est-ce qu'on a véritablement conscience des dégâts qui ont été occasionnés par cette politique un peu à l'emporte-pièce? Histoire de visa, je vais adhérer à l'équipe Brahim Rachidi pour contrer les arguments de l'équipe Mustafa Sahimi. Je rappelle simplement que quand cette décision a été prise, Emmanuel Macron était challengé quotidiennement sur ce qu'on appelle un sujet régalien. Il y avait des images de ces enfants dans la rue, de ces clandestins qui s'affichaient dans la rue et dans les villes. Et quotidiennement, il y avait un matraquage de l'extrême droite et de la droite républicaine, reprochant à Emmanuel Macron de laisser faire, d'être incapable de prendre des décisions. Et cet argument électoral allait payer, il allait marquer des points. Et d'ailleurs, il a marqué des points. Et donc, Emmanuel Macron et son équipe, et notamment Gérald Darmanin, n'ont trouvé pour le moment que cette action spectaculaire pour essayer, d'ailleurs, vu la manière avec laquelle Yvan Attal Gabriel Attal avait vendu en toute urgence cette mesure, il n'avait que ce moyen pour essayer d'avoir un effet blast
sur l'opinion publique. Voilà, nous sommes capables d'imposer moins de 50% pour les visas pour punir ou sanctionner ces pays sur l'immigration. Donc moi, la portée, la liaison, la valeur électoraliste est bien présente. Maintenant, est-ce que les Français sont conscients de ces conséquences? J'imagine qu'à un certain point, à un certain niveau, oui, parce que ça va jouer sur la qualité des relations humaines, économiques, intellectuelles, artistiques, les échanges qu'ils peuvent avoir entre cette région du Maghreb et la France, ça va appauvrir davantage la France et aussi le Maghreb. Et ça, on en verra le résultat dans quelques temps, pas dans l'immédiat. Mais je redis cette idée essentielle, c'est que Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian et Gabriel Attal et Gérald Darmanin ont réagi en commando pour mener une action spectaculaire à forte vocation électoraliste. Très bien. Pourtant, ce n'est pas faute de coopération du Maroc. Des délégations marocaines sont parties pour résoudre ce problème des mineurs. Est-ce que, encore une fois, Mustapha Tossa, vous avez commencé à y répondre, mais je voudrais avoir une réponse claire. On part en France tous, on voit un peu ce qui se passe. J'ai l'impression que ça leur passe au-dessus. Que je ne sais pas ce qui se passe en Algérie ou en Tunisie, mais au niveau marocain, d'ailleurs, il y avait un ministre dont le nom m'a malheureusement échappé, qui était là à la CGEM, en leur disant, bon, écoutez, il faudra faire avec la politique des visas. Dire ça bon. à la classe... C'est bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas Clément Bonne. C'est un ministre Rissler, je crois. Commerce extérieur. Voilà, commerce extérieur, qui a dit, il faut faire avec. Faut faire avec. Alors, vous imaginez que venir au temple, si vous voulez, c'est pas uniquement la CGE, mais venir chez les hommes d'affaires, devant des hommes et des femmes d'affaires, et leur dire, de manière, il faut travailler, il faut échanger, il faut. Mais vous voulez dire en attendant les élections. Voilà. Donc, est-ce que véritablement une prise de conscience en France? Je vous repose cette question clairement. Alors, il faut dire que cette mesure, aussi spectaculaire, aussi importante soit-elle, les effets ont été amoindris par le contexte Covid. Le contexte Covid, déjà, il ralentissait les échanges, il ralentissait le contact, il ralentissait les voyages. Donc, on a l'impression qu'on n'a pas eu la pleine puissance d'une telle mesure si on était dans une configuration normale, pas de Covid, rien du tout. Et puis d'un autre côté, ça, les Français vont s'en rendre compte. Si demain, quand ils vont perdre petit à petit des marchés, une influence, une présence dans cette région, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux. Mais moi, je suis convaincu qu'après les élections, parmi les mesures que le nouveau gouvernement, M. Brahim Rachidi espère, celui de Macron, va prendre, c'est celui de revenir à la normale dans l'épaisseur des relations entre le Maghreb et la France, parce qu'il est dans l'intérêt, avant tout, de la France d'avoir une telle relation avec le Maghreb. Merci. Voilà, donc moi, j'anticipe qu'ils vont revenir à la normale. J'essaie de maîtriser un peu ce débat, mais vous êtes tellement intarissable et tellement pertinent que ça m'est un petit peu difficile. J'aurais voulu parler un peu de la question de l'islam de France, les influences étrangères qu'il fallait combattre, dit le président Macron, alors que nous avons quand même prôné un islam de tolérance, de modération, la commanderie des croyants. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On ne pourra malheureusement pas nous attarder dessus. Je voudrais arriver en cette fin d'émission à la question du Sahara, la question que les Espagnols ont compris. Ils ont dit, nous comprenons que la question du Sahara est très importante pour le Maroc. Ça, les Espagnols l'ont compris. Les Allemands aussi l'ont compris. Le Maroc, par la voix de son roi, il l'a dit, il l'a redit, il l'a répété, il l'a martelé. Il n'y a pas de solution en dehors de ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire une large autonomie qui a été proposée à l'ONU. Mustafa Shahimi, dans l'échelle des relations internationales, les États-Unis ont franchi donc ce pas décisif en reconnaissant, c'était le 10 décembre 2020, si ma mémoire est bonne, ma mémoire ne va pas me trahir pour ça, la marocanité du Sahara. Les Allemands et les Espagnols ont rejoint la France dans la reconnaissance de la solution marocaine comme étant la plus crédible dans le cadre d'une relation nouvelle basée sur la transparence et le respect mutuel. Est-ce que vous ne pensez pas que la France, dans ce cas-là, fait du surplace? Je vous demanderai d'être précis, droit au but, comme diraient les footballeurs de certains pays. C'est ça que vous voulez dire. Tout à fait, comme d'habitude, forcément. Mon hypothèse, moi, c'est que la France a moins de marge de manœuvre que Berlin et que Madrid.
Mais elle a plus d'intérêts pour Pourquoi? lesquels elle risque de se faire dépasser. Parce qu'il y a un tiers, TIERS, il y a Paris, Rabat, et il y a Alger. Et donc, la prise en compte de ces intérêts économiques qui sont importants, gaziers et autres, avec l'Algérie, va peser. De même, va peser également tout le contentieux mémoriel. Et donc, pour l'Algérie, ça serait une situation pratiquement de crise ouverte. Ils vont perdre des intérêts ici. Ils vont perdre des intérêts parce que mais dans la balance, dans la balance, je ne suis pas sûr que Paris aille jusqu'à s'aligner sur la position de Berlin et de Madrid, à fortiori celle des États-Unis. Je le souhaite, mais il y a des contraintes majeures. Ils reconnaissent, ils soutiennent la proposition. Mais il y a des contraintes majeures. Ce que l'on peut attendre, c'est l'encerclement et l'entrisme et le lobbying auprès de l'Union européenne. C'est là où le travail doit être fait. Il faut que, donc nous avons déjà les pays du 4 pays du groupe de Visegrad, nous avons d'autres, nous avons la position qui paraît être intéressante du Portugal, de l'Italie, d'autres pays, etc. Il faut arriver à créer une situation telle qu'il y ait une maturation de l'approche de l'Union européenne à propos de la question nationale. Et à ce moment-là, ça mettrait à l'aise Paris, même en traînant les pieds, même en reculant, de dire oui, mais moi j'adopte la position de l'Union européenne. Je vais vous donner un dicton en français, puisqu'on nous nous exprimons en français, qui n'avance pas, recule. Or, avant, il y avait la position française qui était la première, pratiquement, et puis les Américains, les Anglais, les Espagnols. Les Américains ont dépassé tout le monde, en reconnaissant clairement. Si vous permettez, il faut trouver un joint de procédures qui permettent à Paris d'évoluer, Paris invoquant le fait que c'est une décision de Bruxelles. Excusez-moi, Mostafa Sahimi, vous parlez d'un territoire national. Il n'y a pas de joint de mesure, vous avez dit un joint de procédure. De procédure. Voilà, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais là, on est en train de parler d'un territoire, d'une souveraineté. Non, mais je parle de l'approche. Alors, Hassan Alaoui, donc, il y a un avantage quand même de la France ici au Maroc. Il y a disons, quelques privilèges, une préférence, des relations. Est-ce que vous ne pensez pas que, contrairement à ce que, ou dans la suite de ce que dit Mostafa Sahimi, elle risque de perdre cet avantage? Moi, je pense personnellement, et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, tout simplement, étant une puissance impliquée, la France, dans l'histoire, si vous voulez, de ce pays qui est le Maroc, et automatiquement dans l'affaire du Sahara, n'est-ce pas? N'oubliez pas, je rappelle simplement l'intervention française, franco-espagnole d'avril 1958, qui s'appelle Écouvillon. Donc c'est une implication directe. Ouais. La France vote au Conseil de sécurité toujours en faveur de la résolution qui est plus ou moins positive à l'égard du Maroc. Qu'est-ce qu'elle attend pour faire un pas supplémentaire pour reconnaître le principe, si vous voulez, Alors, je reste sur ce point-là. Qu'est-ce qu'elle attend? C'est ce que nous attendons, en tout cas, nous, Marocains. Très bien. Alors, en une minute et demie, s'il vous plaît, Brahim Rachid, en restant sur ce point-là, la France a vendu et survendu le fait qu'elle a défendu au Conseil de sécurité. C'est certainement vrai, mais est-ce que c'est encore tenable maintenant, à l'aune de ce qui est en train de se passer? Je continue la phrase de C. Hassan. Pour cela, il faut une diplomatie innovante et multilatérale au sein de l'Union européenne. Tout à fait. Il ne faut pas concentre tous les efforts sur la France. Les autres pays aussi, ils ont leur mot pas à uniquement dire. la diplomatie officielle, la diplomatie publique, des acteurs non étatiques, comme ils appellent ça. Quand je parle de diplomatie, c'est la diplomatie officielle et la diplomatie parallèle. Elle joue un rôle fondamental. Parce que les pays scandinaves et tout ça, c'est la société civile. Le périmètre privilégié, c'est l'Union européenne. Absolument, voilà. Si vous voulez infléchir à terme la position française. Et je clarifie l'affaire de la Corse. Nous avons une diplomatie dynamique. Je veux quand même aussi dire mon avis. Je suis animateur de l'émission, mais je peux quand même dire aussi mon avis. J'ai l'impression que la diplomatie marocaine, encore une fois depuis le fameux discours de Sa Majesté en avril 2016, s'est déployée un peu partout. Il n'y a plus que l'Europe. Il n'y a plus que ce tropisme européen. Il y a l'Orient, l'Extrême-Orient, il y a le Nord. On a vu la position avec la Russie. Il y a l'Amérique latine. Mostafa Tossa, dernière question pour vous. Donc là, on a constaté quand même sous la présidence Macron, la France a perdu son influence en Afrique, essentiellement en Afrique francophone et occidentale. Est-ce que vous ne pensez pas que la position du Maroc sur son continent, son rôle de pionnier,
il est bien dans les priorités tracées par l'ONU ou par l'Union africaine. Alors c'est la coopération sud-sud, c'est l'environnement, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, c'est la sécurité, c'est les migrations. Est-ce que vous ne pensez pas que donc la France devrait y aller franchement à partir de la position qui est la vôtre là-bas en France, y aller franchement et reconnaître clairement et massivement, comme aurait dit général de Gaulle, la reconnaissance, le Sahara marocain. Clairement. Oui, mais avant, je voudrais faire un commentaire sur le France-Sahara, France-Maroc. Tout à l'heure, le professeur Sahimi a évoqué une hypothèse assez intéressante, séduisante, à laquelle je pourrais donner un nom. La France est contrainte dans son expression et dans sa marge de manœuvre par son rapport avec l'Algérie. Mais cela suppose que l'Algérie reste un pays crédible, un pays puissant, un pays influent. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Même la Mauritanie, même à l'intérieur de la Mauritanie, on pense retirer la reconnaissance du Polisario. Sur le plan international, sur le plan régional, l'Algérie n'est plus aussi forte et ne peut plus imposer ses choix et ses conditions comme elle l'était avant. Donc, ce qui fait que dans le diagnostic et dans le rapport entre la France et l'Algérie, les choses ont complètement changé. Et si demain, la France décide de reconnaître pleinement, entièrement la souveraineté du Sahara, elle aura en face d'elle une Algérie complètement isolée, complètement discréditée, complètement faible. Alors, pour revenir à votre question, oui, effectivement, les Français, comme les Européens, ils ont intérêt à avoir des alliés efficaces, dynamiques, novateurs, influents, comme pourrait être la diplomatie et le rôle joué par le Maroc. Ils ne veulent pas miser sur des États faillis, ils veulent miser sur des États qui ont réussi leur structure et leur activisme diplomatique. Donc normalement, le Maroc et les pays de l'Union européenne, dont la France, devraient mettre la main dans la main pour d'abord lutter contre le terrorisme dans le Sahel, participer au développement de ces pays pour pouvoir fixer les populations là-bas et participer à l'essor et à l'exploitation intelligente des ressources humaines, des ressources de matières premières de l'Afrique, pour que les Africains puissent bénéficier de leurs richesses. Donc ça, c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait souhaitable, et c'est ce qui pourrait créer une dynamique gagnant-gagnant entre le Maroc et les pays européens. Merci beaucoup, Mustapha Tossa. Dernière petite remarque, il s'agirait tout simplement de revenir et lire les bouquins d'histoire. Là, la grande histoire, elle montre assez de choses comme ça. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci, Mustapha Sahimi. Merci, Hassan Alaoui. Merci, Brahim Rachidi. Merci beaucoup, Mustapha Tossa, depuis Paris. Et merci aussi à Tahar Benjelloun. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.